Françoise Zabaleta, bonjour. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît depuis très longtemps à l'époque où j'étais journaliste de Presse quotidienne régionale à Gien. Tu es cinéaste, auteur, artiste total, on va dire ça comme ça. En tout cas, tu fais énormément de choses autour des arts et tu proposes vraiment des créations qui sortent de l'ordinaire et qui ont pour prétention en tout cas d'ouvrir, je pense, ton public et les personnes qui vont regarder tes films et tes spectacles à d'autres horizons, à d'autres univers. Et c'est aussi ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse particulièrement par rapport à cet entretien aussi, c'est que dans ton histoire personnelle, tu es très attaché à la cause LGBT+, qui est le cœur de notre émission. Tu as notamment été la première personne avec ton mari Jean-Claude marié de la ville de Gien. Pour commencer cet entretien, depuis maintenant l'adoption de la loi du mariage pour tous, est-ce que les choses ont évolué positivement pour toi dans la prise en compte des personnes LGBT+, et peut-être pour la baisse des discriminations, ou au contraire, on en est encore très très loin? On est très loin du compte. C'est un peu difficile à dire de répondre pour tout le monde. C'est-à-dire que je crois qu'à partir du moment où on s'assume comme un homosexuel, comme ça a été mon cas dès l'âge de 16 ou 17 ans, je ne peux pas dire qu'on ait de vrais problèmes avec les autres, dans le sens où ils ne vous aiment pas, mais ils ne peuvent pas vous dire, ils ne se moquent pas de vous. À partir du moment où on dit ce qu'on est, tout d'un coup, l'espèce de racisme ordinaire ne s'exprime plus en face. En fait, il s'exprime peut-être derrière. Donc, on ne peut pas vraiment dire enfin, je ne peux pas dire que j'ai vraiment subi de discrimination à visage ouvert, sauf lorsque j'étais vraiment jeune, une vingtaine d'années, que je me suis installé à Gien. Il y avait du racisme, de la condescendance, mais c'était pas des coups, on ne m'adressait pas la parole et tout, on me niait. Voilà, c'était une forme de discrimination. Quand je me suis marié avec mon mari, on était déjà âgés, on avait déjà un certain âge, donc ça devenait autre chose. Déjà dans le regard des gens, les gens nous disaient mais vous, c'est pas pareil. Parce que pendant toute l'adoption du texte sur le mariage, c'est vrai qu'on avait tendance à m'arrêter dans la rue, dans notre petite ville de Gien, en me demandant, me prenant à partie, qu'est-ce que ça va changer, etc. Donc on me demandait des comptes. Donc quand j'étais plutôt de bonne humeur, je répondais, et quand j'étais de mauvaise humeur, je répondais aussi de façon moins patiente. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Ben rien, les mêmes droits. Et j'essayais d'expliquer que pendant le... Mais qu'est-ce que ça ne va pas retirer aussi? C'est-à-dire Oui. que c'est surtout que ça ne retirait pas de droits aux autres. C'est ça, je dis, mais en quoi ça vous concerne, ça vous regarde? Oui, ça va bouleverser la société, enfin, etc. Bon, chose qui n'a pas du tout eu lieu. Le nombre de mariages est assez peu nombreux. Bon. Et je leur expliquais que pendant la période du sida, on a vu beaucoup de jeunes gens qui vivaient ensemble. D'abord des familles qui rejetaient leurs enfants, qui les mettaient dehors parce qu'ils étaient gays et malades. Et une fois qu'un des deux était mort, on voyait la famille du mort mettre dehors le conjoint qui n'avait absolument aucun droit. Et donc, il y a eu des situations absolument dramatiques. Et j'essayais d'expliquer à ces gens, vous savez, c'est aussi par sécurité, je déteste ce mot, mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits que les autres. Voilà. Oui, mais quand même, vous êtes beaucoup plus volage que les autres, etc. Alors je dis, ah bon, première nouvelle, sur quoi vous vous fondez pour dire ça? Et puis je finissais par leur dire, écoutez, oui, on peut se marier au bout de 2 jours, c'est vrai. Mais les hétérosexuels aussi, on a le droit de faire des conneries au même titre que les hétérosexuels. Donc, bon. Donc au final, ça n'a pas effectivement changé la société. Nous, ça nous a effectivement modifié le regard quand même que les autres avaient sur nous. Parce que je sais que lorsque je vais dans un magasin ici, maintenant, il m'arrive
presque à chaque fois de dire je crois que mon mari est venu, etc. Et c'est vrai qu'au début, il y avait un petit le corps, les gens n'osaient pas vraiment réagir, sourire et tout. Mais maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Vraiment, il n'y a plus ni de sourire, ni rien du tout. Et en plus, les gens que ça gêne me disent, mais votre conjoint, votre ami, je dis non, non, ça n'est ni mon conjoint, ni mon ami, c'est mon mari, simplement. Donc voilà. On va parler dans cet entretien aussi d'éducation, de sensibilisation aux discriminations LGBT+. Il y a une première chose qui me marque souvent lorsque on parle de cela, c'est la question du choix. Soi-disant, ce serait pour certaines personnes un choix d'être gay, lesbienne, trans. Il faut le rappeler, ça, que ce n'est pas un choix. Alors, je vais rappeler une projection que j'ai faite devant les lycéens il y a quelques années d'un film sur le harcèlement sexuel, j'allais dire, le harcèlement scolaire. Et c'était un film extrêmement violent je m'étais servi d'une expérience personnelle. Donc ça se passe dans un lycée en province en 1975. Et il y a une jeune fille qui m'a posé la question, qui m'a dit « Mais à partir de quel âge vous étiez homosexuel ?» Et donc je lui ai expliqué qu'il n'y a pas d'âge, qu'on est comme ça, que voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et il y en a un autre qui a pris le relais et qui m'a dit « Mais enfin, vous préféreriez quand même être hétérosexuel ?» Et j'ai répondu « Mais non, pas du tout, pourquoi ?» Je dis pourquoi j'aurais préféré un autre destin que le mien. Pas du tout. Ce n'est pas parce que ça n'est pas facile au début, dans la cour de récréation, etc., que forcément j'aurais voulu un autre destin. Ça n'est facile pour personne, ni pour les juifs, ni pour les arabes, ni pour les gros, ni pour les moches, ni pour les filles qui ont des lunettes. Donc je ne vois pas pourquoi. Non, je n'aurais pas voulu un autre destin que le mien. Je ne regrette absolument rien. Ça n'est pas une vie de seconde catégorie. C'est une vie parfaitement où on peut être parfaitement heureux, épanoui. C'est juste une vie différente, mais qui au fond n'est même pas tant que ça. Alors, tu évoquais cette projection que tu avais pu faire avec des lycéens. C'est l'occasion aussi pour moi de parler un peu d'éducation, de sensibilisation auprès des jeunes. Christophe Desportes-Guilloux, membre du GAGL 45, le groupe d'action gay et lesbien du Loiret, m'indiquait dans un entretien que depuis quelques années, il avait sentait une espèce un peu de resserrage de vis au niveau de l'éducation nationale pour les interventions d'associations ou de structures spécialisées dans les discriminations LGBT+, ou d'intervenants peut-être plus particuliers comme toi. Est-ce que tu le ressens ? Alors, au moment où j'ai montré mon film, je ne l'ai pas trop ressenti parce que les lycées publics, j'entends, sont venus. Ça s'est très très bien passé. Le lycée privé n'a pas souhaité venir. C'était une projection récente, quand tu avais fait cette intervention ? Alors, attends, je ne sais pas, peut-être 10 ans ou moins de 10 ans, tu vois, quelque chose comme ça, ouais. Oui. Oui, donc c'est pas si récent que ça quand même. Le film s'appelle Couteau suisse, et donc c'était vraiment un film très violent, et j'avais quand même un tout petit peu peur de la réaction des jeunes. Mais j'avais déjà participé au Festival de La Rochelle, où j'avais une très belle expérience. Il y avait alors là beaucoup de lycéens, de jeunes, dont un, je me rappelle, ça m'avait beaucoup frappé, qui, après la projection, s'était planté devant moi, mais je parlais à d'autres gens. Il avait attendu patiemment. Et quand j'ai eu terminé, je le regarde, puis je lui dis je crois que tu veux me dire quelque chose. Et donc, je ne sais pas quel âge il avait, 14, 15 ans. Et il me dit, écoutez, monsieur, moi, j'aime beaucoup les films Marvel, les films de héros, de super-héros. Oui. Il me dit, mais un film comme le vôtre, je voulais vous dire que j'en avais jamais vu et que vraiment, ça m'avait bouleversé. Et un autre témoignage que j'ai eu, il n'y a pas très très longtemps, une jeune fille musulmane qui
qui entend mon nom dans un magasin et elle vient vers moi et elle me dit vous êtes Françoise Zabaleta? Je dis oui, oui. Elle dit mais je suis venu voir votre film et tout. Je dis ah bon? Elle dit, et ça m'avait beaucoup marqué, je voulais vous le dire. Et voilà, donc on a parlé 2 minutes, je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle me disait je suis infirmière maintenant et tout. Voilà deux témoignages. Alors par rapport à ta question, oui, le resserrage de vis, il est vraiment, alors c'est même plus un resserrage de vis, c'est une impossibilité de communiquer. Aujourd'hui, le film que je vais montrer dans 2 mois à Gien qui s'appelle Devenir sur la condition de jeunes homosexuels, c'est clair, aucun prof ne veut s'aventurer à amener qui que ce soit, de peur que les parents d'élèves, ça les choque, etc. Comme si ça ne faisait pas partie de la vie. Le sujet de mon film, c'est pas tellement la vie, l'entrée dans l'âge adulte d'un jeune homosexuel, c'est juste l'entrée dans l'âge adulte d'une personne différente. Donc la question qui est au centre, c'est l'autre avec un H, avec un A majuscule. L'autre a-t-il encore une place dans notre société? Et si oui, laquelle? Mais jusqu'à aujourd'hui, personne, aucun prof, rien du tout n'a voulu, ne s'est inscrit pour venir à cette projection. Oui, tu as proposé, tu as mis cette projection et tu constates. Alors moi, j'ai une question. Ou quelque part un parallèle à faire par rapport à ma propre situation, parce que j'ai vécu cela aussi dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias que j'ai pu faire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai constaté que dans un quartier populaire, il a été très difficile de faire accepter l'idée de faire venir des jeunes au sein d'une structure comme le GAGL 45 pour le coup, parce que de peur que les parents de ces enfants ne comprennent pas en fait le principe du projet, et on en est toujours à ces degrés donnés aux discriminations, j'ai l'impression, c'est-à-dire que le racisme, l'antisémitisme ou autre, mais par contre les discriminations envers les LGBT+, et encore plus peut-être pour la communauté trans, semblent être reléguées au second plan, voire ne pas être considérées comme des discriminations par certaines personnes. Ces différents degrés de discrimination, ces différentes échelles entre guillemets, tu le ressens toi aussi ? Très nettement, et je le ressens à bien des égards. Je le ressens en tant qu'homosexuel, en tant qu'artiste, en tant que catalogué élitiste, intellectuel. Donc vraiment, pas à Paris, mais ici, je le ressens vraiment. D'ailleurs, les gens le verbalisent. À Gien, ouais. Oui, les gens disent, mais oui, mais enfin, toi, tu t'adresses à une élite, ce qui est totalement faux. Si je m'adressais à une élite, je vivrais pas à Gien, je vivrais dans l'entre-soi à Paris, ce que je refuse absolument. Toi, tu dirais pas culture élitiste, c'est culture exigeante. Enfin, moi, je me souviens que tu avais prononcé ce mot-là, exigeant, au niveau de tes films. Mais culture, tout simplement. Culture, je crois que la culture, la vraie, elle est exigeante. Et tu disais tout à l'heure, ils ont peur de ne pas comprendre. Mais en quoi c'est dramatique de ne pas comprendre? Il y a des choses qu'on ne comprend pas au premier abord, mais qui fait son chemin. Donc, alors effectivement, je sens que c'est considéré comme une discrimination de 3e ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le racisme ordinaire prend beaucoup de formes, notamment, tu parlais des transgenres ou des homosexuels, le discours qu'on entend, ce que vous voulez, c'est qu'on ne parle que de vous. Ah bon, première nouvelle, faire respecter ses droits, ça n'est pas demander à ce qu'on ne parle que de nous, d'une part. Et c'est vraiment la nouvelle forme de racisme ordinaire que les LGBT entendent. Écoutez, ça concerne une minorité de gens, pourquoi vous prenez la parole et vous nous saoulez avec ça? Alors, quand je leur donne les chiffres en main, je leur dis, écoutez, il y a 10% d'homosexuels, j'allais dire purs et durs, qui sont d'homosexuels déclarés, qui sont des vrais homosexuels, c'est idiot ce que je dis, mais qui sont des homosexuels, voilà, qui ne sont pas bi, qui ne sont pas, voilà. J'avais lu cette étude il y a quelques années, ça m'avait beaucoup marqué, 40% des hommes ou des femmes qui avaient eu ou une vraie relation, ou qui avaient eu un baiser avec une femme, une autre femme, un homme, un autre homme, et 70% qui avaient été un peu troublés, ou qui s'étaient posé la question à un moment donné sur son identité sexuelle. Il y a
a priori que 20% des gens qui sont des hétérosexuels, juste hétérosexuels, qui n'ont jamais été traversés par ce questionnement. Ça fait quand même beaucoup de gens. Même une personne sur 10 que vous rencontrez est homosexuel. Moi, j'ai des gens qui me disent « je ne connais pas d'homosexuel ». Oui, ça fait 3 enfants dans une classe, par exemple. Ça me fait hurler de rire. Enfin, parce que pour eux, l'homosexuel, c'est la cage aux folles. Donc, c'est-à-dire, ça doit se voir. Et donc, effectivement, ça les rassure, la cage aux folles. C'est pour ça que ça a eu un immense succès. Mais les 3/4 des homosexuels, les 3/4 du temps, ça ne se voit pas. Il y a des homosexuels hommes extrêmement virils, des homosexuels femmes terriblement féminines. Et on ne peut pas dire en les voyant que... Voilà. Et le discours hétérosexuel qu'on entend, c'est « ah bah dis donc, jamais j'aurais cru » et tout. Et alors, en quoi on a besoin de s'afficher, etc. Donc voilà les nombreuses formes de racisme auxquelles on a affaire dans la société aujourd'hui. Et c'est pas le racisme qui change, c'est les formes de racisme ordinaire. Donc dire, oui, bon, bah, vous avez le droit d'exister, mais vous n'allez pas nous saouler avec ça. Comme si c'était notre but, qu'on soit au journal télévisé tous les soirs. Le but est juste de vivre tranquillement, voilà, comme tout le monde. Et simplement aujourd'hui... Et d'être respecté dans ses droits et dans ses libertés. Malheureusement aujourd'hui, quand j'ai eu terminé mon film Devenir, l'actualité de ce film, qui pourtant relate des choses il y a 45 ans, me frappait par leur actualité, tant à cause de Donald Trump aux États-Unis qui... Quand j'ai eu terminé le film, j'ai lu un discours de lui où il encourageait les Américains à se moquer et à se discriminer les LGBT américains. Et quant à Poutine, bon, c'est très bien ce qu'il fait avec les homosexuels, etc. Donc malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas passer sous silence et dire, écoutez, voilà, nous sommes une minorité, mais on ne va pas vous embêter. Si, il faut dire, nous sommes là. À chaque fois qu'il y aura une exaction contre nous, nous le dirons, nous l'exprimerons, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. C'est une lutte, mais c'est aussi en même temps une forme d'éducation sur le long terme, à force de marteler et de rappeler, d'essayer peut-être de faire entrer les choses dans les consciences. Ok, alors la question aussi, c'est que justement, le deuxième mandat de Trump va faire énormément de mal aux droits des LGBT et particulièrement des trans. Ça, on sait qu'il a décidé vraiment de focaliser sa loupe sur ces personnes. Est-ce que tu es plutôt optimiste ou négatif malgré tout? Parce qu'on sent bien une fracture dans la société entre une partie de la société qui a intégré pleinement, ou en tout cas qui est en phase d'intégrer pleinement tous les enjeux liés aux discriminations LGBT+, ou à l'inverse, on a des gens qui sont dans une espèce de contre-révolution un peu, que ce soit contre le féminisme, contre le mouvement LGBT+, où on serait sur des tendances même pas conservatrices, mais là rétrogrades. On a l'impression d'une fracture vraiment entre deux sociétés différentes. Ça t'inspire quoi ? Ce que ça m'inspire, bon, c'était d'abord comme beaucoup de gens, d'abord une horreur immédiate. On s'est demandé voilà, ce qui allait arriver. Mais il y a... Alors je suis quand même, tout de même un peu optimiste quand même. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très rare, que je n'ai jamais remarqué à ce point, c'est l'accélération des faits historiques. C'est-à-dire que, mettons, entre les accords de Munich et 1945, il ne s'est pas passé 2 mois, il ne s'est pas passé 40 jours, il s'est passé de nombreuses années où le fascisme a été expurgé d'Europe, etc. Aujourd'hui, depuis l'investiture de Trump, tout ce ralliement des nouvelles technologies à Trump, etc., ce ralliement massif, la patronne de l'Europe, Ursula, qui s'est empressée de dire que nous allions travailler avec Donald Trump, depuis, je crois qu'elle a changé d'avis. Légèrement. Légèrement. Donc, tout d'un coup, les choses étaient nettes. Donc, on a eu droit à interdiction, plus d'argent à l'Université de Columbia, etc., etc. En 40 jours, on s'est rendu compte que l'Europe s'était réveillée, commençait,
que les nouvelles technologies et les milliardaires de la nouvelle technologie ont perdu, je ne sais plus, 250 milliards. Bon, qu'Elon Musk, ça tournait à la faillite. Que Trump, ça n'était pas aussi simple que ce qu'il avait dit, que ce qu'il voulait. Que les universitaires américains vont aussi massivement immigrer, j'imagine, en Europe. Que mettre tout le monde dehors, les fonctionnaires, c'était très compliqué. Donc, tout d'un coup, la réalité va les rattraper. Voilà, c'est ça. Et elle l'a rattrapé beaucoup plus tôt qu'on aurait pu l'imaginer. Qu'au fond, en 40 jours... Trump a eu pour effet finalement de fédérer l'Europe, une espèce de résistance tous azimuts qui se révèle finalement quand même efficace, j'espère de plus en plus efficace. Donc on peut espérer qu'il perdra les législatives et donc il n'aura plus de pouvoir. Donc jusqu'à présent, ce qu'il fait... Est-ce que ce qu'on voit en Europe est différent de ce qui va se faire aux États-Unis? Parce que c'est ça. Alors bon, l'Europe, c'est Viktor Orban, c'est l'Italie, etc. Oui. Donc effectivement, il y a aussi cette tentation. Il y a aussi cette tentation. Mais c'est comme étrangement toute cette vague anti-LGBT va avec la vague anti-culture. Je me suis dit, c'est quand même très étrange. Cette disqualification de la culture va de pair avec la disqualification des homosexuels. Je me suis dit, cette concomitance, moi, m'a beaucoup frappé. Donc, tout ce qui appelle à la réflexion, à l'acceptation de l'autre, à l'effort, parce que la culture demande un effort de réflexion, enfin, etc. Finalement, ça s'est retrouvé discriminé, mais il ne peut pas y avoir de civilisation, de démocratie sans l'autre, sans la culture, sans la réflexion. Même les gens qui sont apparemment contre la culture, c'est-à-dire que l'idée c'est, moi je ne vois pas pourquoi je paierais avec mes impôts pour payer des théâtres où je ne vais pas. C'est globalement l'idée, et l'idée en général des membres du Rassemblement national, etc. Mais ils ne comprennent pas qu'une société, c'est pas moi, c'est pas mes impôts, c'est tout le monde. Donc mes impôts payent une piscine, même si je ne vais pas à la piscine. Ça fait partie de quelque chose qui est utile, etc. Et qui peut-être, ces gens ne réalisent pas qu'ils ont des enfants, des petits-enfants, qui peut-être seront LGBT, qui peut-être auront envie de devenir écrivains, cinéastes, etc. Et qui auront besoin de la culture. Donc discriminer la culture, c'est finalement empêcher leurs enfants et leurs petits-enfants d'avoir accès à tous les avenirs possibles pour eux. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que supprimer la culture, c'est supprimer les livres, c'est supprimer le cinéma, c'est supprimer les musées, etc., etc. Donc, un monde sans culture, je ne pense pas que même les opposants à la culture aimeraient y vivre. Je crois qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que ça signifie. Un monde sans l'autre, sans la différence, qui parfois est agaçante, parfois, voilà, effectivement, mais nous oblige à nous remettre en cause, à nous positionner, etc., à avoir une vraie vie, tout simplement, à être profondément vivant. La culture, ça sert à ça, et l'autre, ça sert à ça, à se rappeler que, non, il ne faut pas toujours être dans le confort, sortir un petit peu de sa zone de confort, etc. Moi, je vois beaucoup de parents d'homosexuels aller à la Gay Pride ou d'hétérosexuels qui n'ont pas d'enfants ou pas d'enfants LGBT aller à la Gay Pride parce qu'ils ne veulent pas d'un monde sans différence, tout simplement. Donc ces gens se sentent concernés et ça fait chaud au cœur, oui. Revenons en France, tu parlais de l'importance de la culture et donc c'est ce que tu portes. Quelque part, tu fais œuvre d'éducation d'un certain point de vue. En tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça l'éducation. En tout cas, tu amènes à réfléchir par le biais de tes films, de tes créations. Dernièrement, au cours des dernières années, malheureusement, ça va devoir s'arrêter, mais tu avais mis en place le laboratoire éphémère, l'ancienne salle de vente de ton mari que tu as reconfiguré en salle un peu de... Alors, je ne veux pas dire de spectacle, c'est plus complexe que ça. C'est un autre...
un tiers-lieu, ouais, c'est ça. Un tiers-lieu culturel dans lequel tu faisais des représentations de films que tu avais pu faire auparavant gratuitement, voilà, des projections gratuites pour les personnes. Voilà, pour toi, c'est un devoir de l'artiste d'apporter cette pierre justement à l'éducation, ou en tout cas à la réflexion autour de thématiques. Alors, on peut choisir différentes thématiques. Oui, toi, sûr. tu es autour des thématiques LGBTQ+, et plus globalement aussi par rapport à tout ce que tu as pu aussi traverser aussi autour de ta vie, parce que ta vie, elle est complexe aussi. Hein. C'est pas les spectacles que j'ai montés ici n'étaient pas finalement aucun n'avait comme thématique l'homosexualité, mais Ouais, s'y inscrivait autour de plein d'autres thématiques, ce n'était pas... Mais je crois que si on a... J'aime pas beaucoup le mot éducation parce que ça voudrait dire que moi je sais... C'est descendant, ouais. Et vous, vous ne savez pas. C'est pour ça, ouais, tout à fait, tu as raison. Dialogue, pour moi c'est un dialogue. Je crois que si on a les moyens de faire quelque chose, mais il ne s'agit pas de moyens, voilà. Moi j'avais une salle, j'avais un peu d'argent à consacrer à ça. Je me suis dit, bon, je vais l'ouvrir aux gens de ma très petite ville, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils sont prêts à voir des spectacles qu'ils verraient à Paris, à New York, à Berlin, mais pas ici? Ça a marché tout de suite. J'ai eu la chance que les médias dont tu faisais partie nous suivent. Enfin, ça a été une expérience formidable. Je n'ai absolument aucun regret. Ça a été vraiment une fête. On a abordé des sujets extrêmement difficiles. Les gens ont été très surpris de voir qu'on pouvait proposer des thématiques sur l'anorexie chez les petits garçons, mais l'anorexie en général, l'impuissance chez les hommes, enfin, etc. Donc, l'impuissance sexuelle. Donc, finalement, les gens, ils étaient prêts. Et notre public ici n'avait rien de forcément élitiste. C'était des gens très mélangés, des gens qui me disaient... moi, je ne serais jamais allé voir ça ailleurs, mais franchement, ça me plaît beaucoup, je vais revenir, etc. Donc, c'était un dialogue. C'est ça que je voulais. J'ai dit, écoutez, voilà, on va vous proposer quelque chose. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce que ça vous plaît, etc. C'était vraiment leur montrer quelque chose pour essayer d'entrebâiller une toute petite porte en se disant, peut-être ouvrir une curiosité. C'était ça. La mise en place d'un dialogue possible qui peut avoir lieu comme... ne pas avoir lieu, voilà. Tu es invité tous les ans au festival Chéri Chéri, au cinéma, il me semble, MK de Beaubourg, hein, c'est ça, à Paris. À chaque fois, c'est un vrai plaisir pour toi d'y aller, j'imagine. Le festival donc du film LGBT+ aussi. J'imagine que là, c'est pareil, c'est aussi quelque part mettre encore une fois une pierre au fait de faire entrer dans la normalité les LGBT+, quoi, de faire en sorte que qu'il n'y ait plus de discrimination comme ce qu'on a pu connaître auparavant, quoi, même si on en est encore loin, j'imagine. C'est de mettre une pierre. Mais cette année, ça fait 15 ans que je fais ce festival, 15 ans que je montre 1, 2, parfois 6 films, ça m'est arrivé une année, et c'est une vraie fête, mais à de nombreux titres. Par exemple, les gens qui viennent à mes films ne sont pas forcément tous homosexuels. Il y a des hétérosexuels qui viennent. C'est justement ça, c'est ça l'intérêt de ce festival. Ouais. Cette année, j'ai eu le maire de Gien, Francis Kamal, qui est venu à ma projection. Donc ça a été au fil des années un vrai dialogue, une vraie fête et une vraie joie. Je crois que mon souvenir le plus magnifique, c'était pendant les attentats terroristes. En 2015, où il y avait la police partout. Donc, je ne sais plus quel film je montrais. Donc, pour moi, la question ne se posait même pas. Il était évident que j'y allais. Et je me rappelle très bien de ma mère qui m'avait dit « mais non, n'y va pas, etc. C'est dangereux, etc. » Et je lui ai expliqué que c'était beaucoup plus dangereux pour moi de ne pas y aller que d'y aller. Et donc, j'y suis allé, la salle était pleine et ça a été un moment formidable où on voulait dire, que vous vouliez notre mort, c'est une chose, mais nous, on est vivants et on est debout. Voilà, c'était...
En 2025, avec donc toute l'actualité que tu vois, pour toi, quelles seraient les pistes de réflexion ou quelles seraient les actions à mener, que ce soit de manière individuelle ou que ce soit de manière collective, pour faire progresser encore la cause LGBT+, et faire en sorte, encore une fois, de diminuer ces discriminations. On a parlé de la culture, qui est un exemple. Sur le plateau, on a par exemple le planning familial 45 qui travaille aussi beaucoup autour de ces thématiques. On a aussi sur notre plateau les organisatrices du festival Fête à Clown à Bâle, qui est un festival autour du clown et un festival inclusif, donc qui porte beaucoup les thématiques aussi féministes et LGBT+. Voilà, quelles seraient, toi, des pistes de réflexion, peut-être toi individuellement ou peut-être de manière plus collective? Ou peut-être que toi, tu as des envies particulières qui te trottent dans l'esprit aussi. Non, je sais pas. Comme je suis un artiste, un cinéaste, je me dis toujours que, bien modestement, montrer mon film Devenir, alors il va être montré à l'auditorium de Gien. Oui, le 26 mai. Tu vas engager une discussion pendant cette projection, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, j'ai voulu absolument un dialogue, un dialogue citoyen. Je ne tenais pas du tout à ce que ce soit une soirée Françoise Zabaleta où je montrais un film. Non, je montre pas n'importe quel film, et j'ai demandé à l'élu de ma ville, à monsieur le maire Francis Kamal, s'il acceptait un dialogue dans un lieu public, non pas chez moi, mais dans un lieu de la ville, avec les autres, avec les Giennois ou non Giennois d'ailleurs, les élus, les gens qui veulent être élus aux prochaines municipales, de venir discuter, non pas forcément des LGBT, mais de l'autre. C'est parce que c'est ça qui est ma vraie préoccupation. Et comme on voit que la société n'est plus une société, mais une coexistence de petites communautés fermées les unes sur les autres, qui ne veulent pas cohabiter avec les autres, qui ne veulent pas dialoguer avec les autres, moi j'essaie de briser modestement ce mur de verre pour que les gens se parlent. Alors mon rêve, ça serait, le film est extrêmement dur que je vais leur montrer, peut-être ça sera pas facile pour eux de s'exprimer, mais vraiment je souhaiterais qu'ils me disent, moi je ne suis pas homosexuel, je suis noir, métis, arabe, juif, bon, ou même une femme, qui sont invisibilisés dans nombre de pays. Donc, parler, dire, moi, ce film, je l'ai pris pour moi, enfin, etc. Ça, pour moi, voilà, c'est le type d'action que j'aimerais faire. C'est-à-dire que cette action pour, effectivement, la défense des droits LGBT s'inscrive dans une démarche beaucoup plus large de droit à l'existence des autres et de la différence. Voilà, c'est ça, que la différence ne soit pas regardée comme une différence, mais soit acceptée tout simplement. Alors à Gien, on a la particularité aussi d'être quelque part sur deux types de territoires à la fois, c'est-à-dire que dans la ville de Gien, vous avez les quartiers prioritaires, je pense notamment au champ de la ville et au Montoire, et puis autour de Gien, vous avez aussi des petites communes vraiment ancrées dans la ruralité. Si on va d'autant plus vers l'est, c'est assez palpable quand on prend sa voiture et qu'on vient visiter. Deux mondes dans lesquels souvent on se dit que c'est là où il y a le plus peut-être de sensibilisation à faire au niveau des discriminations LGBT+. J'ai l'impression que un jeune, par exemple, LGBT+, qui grandit dans une toute petite commune rurale va avoir beaucoup de mal à s'affirmer, ou en tout cas il va être très invisibilisé, voire il va devoir vraiment se cacher. Et j'ai l'impression que c'est aussi la réalité par exemple souvent dans un quartier prioritaire aussi, où il va falloir également montrer un masque souvent. Je reprends les termes d'un footballeur, Wissem Belkacem, qui avait fait une série documentaire qui s'appelle je sais même plus le nom, mais en gros il racontait son quotidien de footballeur dans un centre de formation à l'époque où il était jeune, et où il avait dû porter un masque pendant de très nombreuses années, à la fois dans son quartier et aussi à l'intérieur du centre de formation en sport, où là aussi c'est pareil, c'est très très compliqué en termes de discrimination. Tu ressens quand même que dans le monde rural et dans les quartiers prioritaires, il y a vraiment des actions particulières peut-être à les faire, ou en tout cas plus de sensibilisation? Alors absolument, mais non seulement pour les gays, mais pour ceux qui les persécutent
ou qui se moquent d'eux. Je me dis que si il y a une personne qui se posera la question de savoir si au moment où il veut traiter de salpéder quelqu'un, s'il se rappelle de mon film et qu'il ne le fait pas, j'aurais pas perdu mon temps. Je sais que pour le film Couteau suisse, il y avait eu deux homosexuels qui s'étaient fait tabasser à Orléans, une semaine avant de la projection de ce film. Et il y a une fille, je crois, je me souviens plus, qui a dit qu'elle faisait partie de ces gens qui avaient tabassé ces deux homosexuels. Wissem, d'ailleurs, juste pour rebondir, Wissem disait que lui aussi, il avait participé à des tabassages d'homosexuels, alors que lui-même était homosexuel. Et donc, j'ai écouté ce qu'elle disait. Je trouvais ça très courageux, publiquement, de dire ça. Et c'était une jeune fille, ouais, je crois. Et elle disait, oui, mais moi, j'y ai pas participé, j'ai été forcée d'y participer. Et j'essayais de lui expliquer que la passivité était en fait, c'était la même chose. C'était comme si elle avait donné des coups. Il n'y a pas vraiment de différence. Et je crois qu'elle a mesuré à ce moment-là la portée de ses actes parce que je l'avais obligée à se mettre à la place des autres. Bien sûr. Et à la fin de mon film Devenir, c'est une question que je pose. C'est-à-dire, doit-on avancer masqué ? Doit-on mentir sur son identité pour prospérer dans la vie sociale ? Ou doit-on d'emblée dire ce qu'on est, quitte à se voir rejeté d'une partie des gens, mais en étant honnête avec soi-même et pouvoir se regarder dans la glace tous les matins ? Voilà, c'est la question que je pose. Alors, bien sûr, pour ta question, elle est vraie. Beaucoup de gens hésitent à s'assumer, que ce soit dans les cités, que ce soit dans les ruralités. Alors, on ne sait jamais la portée que peut avoir la projection d'un film, etc. On ne peut jamais savoir, sauf si les gens viennent te le dire. C'est ce qu'on espère. Mais on ne peut pas le provoquer. Mais par exemple, dans les quartiers populaires, il y a des convergences aussi quelque part à faire. C'est-à-dire que de faire comprendre que toutes les discriminations se valent en fin de compte. Et dans un quartier où il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de racisme, qui ont été victimes de tout un tas de discriminations, de faire comprendre que finalement l'homophobie, la transphobie, c'est une discrimination qui est sur le même plan. Il n'y en a pas une qui est inférieure ou supérieure à l'autre. Est-ce que tu penses, toi, que sur le long terme, on pourrait peut-être arriver à terme à cette convergence, c'est-à-dire, on parle souvent de convergence des luttes, des fois au niveau social, mais cette convergence, en fin de compte, de la compréhension que l'autre est discriminé de la même façon que moi j'ai été discriminé pour une autre raison, et en fin de compte, l'autre quelque part est un frère ou une sœur de cette façon-là, parce que on a vécu la même chose aussi, et on a aussi tous les deux un discours à porter qui est celui de l'égalité, celui de l'acceptation, la dignité, etc. Dans mon film Couteau suisse, pardon d'y revenir, mais c'est des... Ah, mais tu as des bons exemples, vas-y, sors-les. J'ai la réponse parce que au milieu de mon film, qui racontait le calvaire d'un lycéen persécuté par une jeune fille de son lycée, une jeune fasciste, qui lisait Louis-Ferdinand Céline, qui vivait avec des motards, etc. Et au milieu de mon film, il y a un petit insert où je fais un parallèle entre la condition des homosexuels et la condition des Noirs qu'on pendait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On les pendait, il y avait des cartes postales, parce que c'était quelque chose de récréatif pour les Blancs. On emmenait les bonnes familles, venaient assister aux pendaisons parce que c'était divertissant, etc. Et j'ai volontairement mis en parallèle, effectivement, ces gens pendus, les cartes postales, etc. Et à la fin de la projection, il y a 3 jeunes filles noires qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut vous embrasser ?» Alors, je dis « Mais oui, mais pourquoi ?» Enfin, oui, bien sûr. « Mais parce que jamais on n'aurait pensé que vous parleriez de nous. » Mais je dis, mais pourquoi j'en aurais pas parlé, etc. Ça, c'est une chose. Et au fil de la conversation, j'ai des jeunes garçons qui étaient un peu, évidemment, je les sentais racistes et provocateurs, qui me disaient, monsieur, mais on a regardé sur Internet, il y a une photo de vous, vous portez une robe.
Pourquoi ? Alors je les voyais venir, je leur ai expliqué, je leur ai dit, écoutez, c'est très simple, c'était pour un film sur la vulnérabilité masculine, il ne s'agissait absolument pas d'homosexualité, je voulais montrer en quoi un homme pouvait être fragile et vulnérable, c'est pour ça que j'ai posé avec une robe de mariée dans ce film, d'une part. Et je leur disais, mais vous savez, qu'on vous traite de sale pédé, ça fait aussi mal que si on vous traite de sale bougnoule, de sale youpin, de sale tout ce que vous voulez. Ça fait aussi mal. Vous êtes né juif, arabe, noir, homosexuel, on n'y peut rien, c'est comme ça. On s'assume, très bien, mais effectivement, les mots blessent tout autant qu'on soit homosexuel, arabe, juif, noir, etc. Donc ça, je leur ai dit, et ça a éteint toute la conversation en quelque sorte. Ils n'ont rien ajouté. Peut-être que ça a semé une graine dans les esprits. Hein. J'aurais dit que c'était absolument la même chose. Ils ne m'ont pas dit « Ah non, non, moi je ne veux pas être assimilé. Ah, non. » Parce que quelque part, effectivement, ils ont réalisé qu'ils subissaient eux-mêmes le racisme qu'ils reproduisaient sur une autre catégorie de la population. Donc peut-être que voilà, ils ont compris ça, donc je n'aurais pas perdu mon temps. Oui. Que ce soit dans ta condition de personne homosexuelle ou que ce soit dans ta condition d'artiste voulant proposer voilà, des spectacles, enfin des spectacles de la culture et peut-être une autre forme de culture que ce qu'on a parfois l'habitude de voir. Est-ce que à Gien, tu te sens un peu seul ? Ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui t'accompagnent et est-ce que tu te sens entouré ? Voilà. Parce que des fois, on a ces conversations et je sens un peu ce paradoxe, des fois, quand on discute entre nous. Alors, c'est un peu les deux. Je ne peux pas dire que je me sens seul parce qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui aiment bien mon travail, qui me soutiennent. Mais intrinsèquement, je me sens seul, mais même à Paris, parce que même quelquefois, bon, avec mes confrères cinéastes homosexuels, effectivement... je sens qu'on lutte pour les mêmes choses, mais néanmoins, je me sens quand même parfois extrêmement seul dans ce que j'essaie de faire passer, mais ça ne me dérange pas forcément. C'est-à-dire que ça n'est pas confus dans ma tête. Comme je le sens comme quelque chose de légitime, je me dis que c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi, j'obéis beaucoup plus à mon instinct, à mon intuition, qu'à mon cerveau. Donc, quand je dois faire quelque chose, je le fais. Que ce soit compris, pas compris. Je me dis, quelquefois, il y a des choses qui ont été comprises plus tard. Mais effectivement, en même temps, je l'ai choisi. J'ai choisi de vivre dans une petite ville. Je ne suis pas entouré d'intellectuels, c'est moi qui l'ai choisi. Je ne veux pas vivre dans l'entre-soi. C'est ce qui me frappe lorsque je vais à Paris, lorsque je vois mes confrères cinéastes ou qui travaillent dans le milieu du cinéma. Je suis très frappé par, effectivement, leur peu de connaissance de la réalité. Ça te permet de rester connecté. Voilà, c'est complètement ça. Et justement, mon sentiment d'isolement, parfois, me dit, c'est bien. C'est bien parce que je suis ami avec toutes sortes de catégories de gens qui sont très différents de moi, qui m'aiment bien mais qui ont parfois du mal à me comprendre. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui m'enrichit considérablement, bien plus que de vivre dans un milieu où j'ai l'impression que je serais absolument compris et aimé totalement pour ce que je suis. On va conclure cet entretien avec une dernière question. Ton laboratoire éphémère donc va s'achever. Il y a un dernier spectacle Il y a un spectacle début septembre qui s'appelle La mélancolie du tueur à gages avant le passage à l'acte, qui sera entièrement de la fiction, avec 7 acteurs qui chacun raconteront une histoire. Voilà. Et avant donc la projection de ce film Devenir à l'auditorium de Gien, ça sera donc au mois de mai. C'est le lundi 26 mai à 19h30. Il faut juste s'inscrire ou sur mon mail ou sur mon Messenger. Voilà. Et après, tu vas te reposer un peu ou il y a déjà d'autres projets qui fourmillent par la suite ? Non, je me repose pas. D'abord, il y aura le travail avec le théâtre, avec mes acteurs, aussitôt après. Et puis, quand on termine un film, on veut le montrer.
Donc effectivement, il y a aussi les festivals de cinéma auxquels je me suis inscrit. J'espère que le film sera pris. Après, il y a tout il y a un travail de création, mais il y a aussi un travail administratif, puis après un travail rencontrer le public, etc. Et j'ai proposé au festival Chéri Chéri, bon, je ne sais pas s'ils vont accepter ma proposition. Je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai un avis sur la question. Bon, d'accord, on verra. Vu les antécédents. Mais j'ai proposé pas simplement Devenir, j'ai proposé un autre film qui m'est très cher, qui s'appelle Mon dernier sourire sera pour toi, qui raconte la relation entre deux hommes de 50 ans, l'un hétérosexuel et l'autre homosexuel. Et j'ai imaginé que l'homosexuel aimait son camarade depuis très longtemps, ne lui avait jamais dit. Et comme ça, ils passent une nuit de sexe, une nuit d'amour ensemble, mais une seule nuit. Et c'est l'hétérosexuel qui le propose en disant... Écoute, voilà, j'ai envie d'essayer une fois, mais ça sera juste une fois. Je fais partie de ces fameuses 70% de personnes qui, voilà, au moins, à minima, se sont interrogées à un moment de la question. Il lui dit, je ne suis pas homosexuel, je ne connais rien à l'amour homosexuel, mais j'ai envie, dans ma vie, j'ai besoin d'incongruité, j'ai besoin d'aventure, etc. Et donc, tout le film est construit l'avant, l'après, mais il n'est jamais question de ce qui s'est passé. En quoi, finalement, une nuit d'amour avec l'un de ses amis, mais ça c'est valable pour les hétérosexuels, les homosexuels, un homme peut faire l'amour avec une de ses amies de longue date, qu'est-ce que ça va changer, etc. C'est ce questionnement qui, moi, m'intéressait profondément, et voilà, donc il sera proposé peut-être au festival voilà, Chéri Chéri et d'autres festivals ça en novembre prochain. Merci beaucoup, François, c'était un vrai plaisir, comme d'habitude, de t'avoir à notre micro. Merci. Merci à toi.